Le mot race, il apparaît en France dès la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, dans un sens qui est d'ailleurs assez polysémique. Il y a aussi un sens aristocratique, la race noble, enfin il y a cette définition-là, mais très vite, dès que débute l'histoire coloniale, le mot race va servir à désigner la supériorité des colons européens par rapport aux populations colonisées. Et très vite, on voit l'irruption de pseudo-savants, des médecins, anthropologues, qui vont essayer de justifier la domination coloniale à partir donc de caractéristiques physiques, beaucoup. L'anthropologie physique naît à ce moment-là, et aussi culturelle, donc le mot race va prendre cette définition, je dirais, discriminatoire, qui va alimenter après le mot racisme. Mais le mot racisme est beaucoup plus tardif, puisque j'ai montré qu'il n'apparaissait dans la langue française qu'au début du XXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus. Alors le mot race va être discrédité suite aux luttes antiracistes, après 1945, mais au cours de la période récente, depuis une vingtaine d'années, sous l'influence des États-Unis, il y a une réhabilitation par la lutte antiraciste du terme de race, pour désigner donc des groupes qui sont victimes de discrimination en raison de leur couleur de peau. Alors ce qui distingue de la xénophobie, c'est la haine de l'étranger. Donc la haine de l'étranger, évidemment, elle peut viser le voisin. Vous avez eu en France aussi des mobilisations contre les Belges, dans le nord de la France. Mais dans les faits, on constate qu'il y a deux sens. Le mot étranger peut avoir un sens, je dirais, psychologique. L'étranger opposé au familier. Et ça, c'est extrêmement puissant. Même dans la diffusion du racisme, très souvent, la réception des discours racistes se fait par rapport à eux et nous. Nous, c'est le familier. Eux, c'est l'étranger. Ça, c'est le sens subjectif psychologique. Mais il y a un sens juridique, évidemment, du mot étranger. Le sens juridique, c'est l'étranger défini comme non national. Donc c'est ces deux sens-là qu'il faut distinguer, mais qui sont souvent reliés entre eux pour justifier donc des formes de xénophobie qui peuvent déboucher sur des formes de racisme. Et je dirais même qu'il faut être très attentif là-dessus. Il y a des discours qu'on peut considérer comme xénophobes, parce qu'ils concernent les étrangers, mais qui évitent de passer par le biais du racisme, c'est-à-dire de la religion, de l'origine, etc. Vous comprenez? Donc il y a cette forme de discrimination légale qui peut après être exploitée pour viser autre chose. Dans les termes officiels, il n'y a rien à dire, puisque ce n'est pas considéré comme discriminatoire. Mais dans la réalité, ça vise certaines communautés. On est dans des sociétés où le racisme est condamné par la loi, mais il peut être véhiculé par des discours qui sont objectivement xénophobes, parce qu'ils visent l'étranger, mais qui ne seront pas réprimés, parce qu'on vit dans des sociétés qui sont construites autour de la notion de nationalité. Donc, vous voyez comment l'articulation peut se faire entre xénophobie et racisme. Au cours du temps, j'ai affiné un petit peu ma problématique en distinguant préjugés raciaux et racisme. Je pense que c'est important de distinguer les deux parce que pour moi, les préjugés raciaux, eh bien, on constate qu'ils existent dans toutes les sociétés, à toutes les époques de l'humanité. Parce que la psychologie sociale nous a montré que tout le monde a des préjugés. Nous aussi, on a des préjugés. Même quand on va lutter contre les préjugés, il faut toujours s'interroger aussi sur soi-même. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux distinguer des préjugés et du racisme en tant que tel, qui est la politisation de ces préjugés. Vous voyez, c'est important pour désigner des relations de pouvoir. Comment ceux qui ont la maîtrise du langage, la maîtrise aussi de la domination, des formes de domination, peuvent exploiter ces préjugés pour en faire des discours qui après vont se répandre dans la population et aboutir à des politiques racistes qui, on le sait, ont mené l'humanité à l'effondrement. Alors, le mot racisme, quand on le reprend son histoire, au début, en fait, c'est un équivalent d'antisémitisme, puisque le mot sémite désignait au départ une race, donc les Juifs étaient perçus comme une race. Le premier livre en France qui sort avec le titre « Racisme », c'est un livre d'un certain Gontier, René Gontier, qui était avocat, il sort en 1939, où il dit « Vers un racisme français ».
Et quand on lit de près, ce racisme, il est focalisé contre les Juifs. Donc il y a cette forme de racisme qui va se concrétiser sous Vichy avec les lois anti-juives votées par Pétain. L'antiracisme, il a été mis en circulation dans l'espace public en France par la LICA, qui est devenue la LICRA aujourd'hui. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a donc un élargissement où de plus en plus, ça va être la lutte contre la domination coloniale qui va prendre le dessus, et donc où on va avoir l'influence aussi des logiques qui viennent des États-Unis. En distinguant les préjugés raciaux et le racisme, eh bien, on peut montrer l'articulation entre ce qui se passe dans les classes populaires et ce qui se passe dans les élites. Parce que la culture, l'éducation, ce sont des moyens de lutter contre les stéréotypes, contre les préjugés, etc. Le fait même de pouvoir voyager dans le monde entier nous met en contact avec d'autres cultures, d'autres civilisations. Donc ça explique que parfois, souvent dans les classes moyennes, dans les classes privilégiées, eh bien, voilà, les préjugés de base, classiques, basiques, vont reculer, alors qu'ils peuvent encore exister dans les classes populaires, surtout dans des milieux qui sont confinés. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans les élites, c'est-à-dire des gens qui ont un accès à la culture, au langage dominant, etc., et qui vont exploiter ces préjugés pour en faire des lignes politiques qui vont avoir un impact beaucoup plus important. Donc il y a une articulation, vous voyez, entre ceux d'en bas et ceux d'en haut, mais les maîtres du jeu ou les maîtresses du jeu, eh bien, ce sont ceux qui appartiennent aux classes supérieures. Si vous voulez, moi, effectivement, mes débuts dans ma carrière professionnelle ont été fortement articulés avec mon engagement militant. J'étais militant de base au sein du Parti communiste, dans une région donc, qui était confrontée à un sérieux problème, puisque c'est la crise de la sidérurgie, la fermeture des usines. Et j'ai réalisé, je dirais, l'écart qu'il pouvait y avoir entre un mouvement social tel qu'il pouvait se développer à la base, et puis la façon dont les porte-paroles en parlaient. Donc c'est ce qui m'a vraiment amené à m'interroger sur un des thèmes qui est central dans mon travail depuis cette époque-là, le statut des porte-paroles, qui parlent au nom des autres. Et donc cette critique des porte-paroles m'a amené à m'interroger aussi sur moi-même, de quel droit moi j'allais jouer le porte-parole de cette lutte. Et donc dans ce livre « Vivre et lutter, allons oui », qui est mon premier livre, j'ai voulu que Benacer Azaoui, que je connaissais parce qu'il animait, lui, le collectif de travailleurs immigrés dans la région et qui avait subi des formes de discrimination au sein même de la CGT, où il était militant. Et moi, au lieu de parler à sa place, et je lui ai laissé la parole, j'ai négocié avec les éditions Maspero pour qu'il puisse s'exprimer lui-même sur ce qu'il avait vécu, ressenti et analysé par rapport à son statut de militant issu de l'immigration au sein de la CGT. Si vous voulez, il faut bien voir que l'histoire ouvrière et l'histoire de l'immigration se recoupent en grande partie. Moi, j'ai vécu encore la période que l'on voit sur les affiches au musée de l'immigration concernant les travailleurs immigrés. C'est l'expression qui a dominé jusque dans les années 80. J'ai analysé justement le glissement identitaire quand progressivement on a vu la disparition du mot travailleur. Vous savez, le mot travailleur immigré, il a été codifié, je dirais au départ, par le Parti communiste dans les années 30, où vous avez ce qu'on appelait la MOI, main-d'œuvre immigrée, qui était une section particulière du PCF. Le recours à l'immigration a été nécessité pour alimenter les secteurs du marché du travail qui étaient déficitaires. Et encore aujourd'hui, on le sait, contrairement à ce que raconte la droite, l'extrême droite, qui veut arrêter l'immigration, il y a des points communs avec ce qu'ont connu ces immigrations plutôt européennes dans le passé. Et je dis aux descendants de ces immigrations, pas M. Bardella, il doit être d'origine italienne, non, bon, souvenez-vous de ce qu'ont subi vos parents, vos grands-parents, etc. Parce que c'est quand même un phénomène assez remarquable aujourd'hui que dans des gens qui vont soutenir des discours xénophobes, voire parfois racistes, un certain nombre d'entre eux ont connu dans leur histoire familiale des formes de rejet comparables dans le passé. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus,
L'immigration était déjà un thème présent dans les sciences sociales, mais je dirais accaparé par la sociologie. Je dirais que la tendance, c'était de dire l'immigration, c'est un phénomène nouveau qui est consécutif à la colonisation. C'était donc l'immigration post-coloniale qui était archi-présente, y compris d'ailleurs de l'autre côté, à droite, à l'extrême droite. Donc moi, je dirais que ma manière de créer du collectif, d'élargir la lutte, c'était de dire, y compris aux militants antiracistes de cette époque, attention, vous n'êtes pas tout seul, il y a une histoire de l'immigration. Moi, on m'a dit quand j'ai commencé à faire ma thèse, quoi, tu travailles sur l'immigration, tu n'auras jamais un poste. Parfois, on peut renverser un petit peu l'hégémonie, je dirais, au sein d'une discipline, et que l'immigration est devenue un sujet légitime progressivement. Donc ça a été un moment important, à la fois, je dirais, pour créer une mémoire de l'immigration qui intégrait les précédentes vagues, et aussi, du point de vue militant, pour créer un nous de militants issus de l'immigration qui ne se réduisent pas à cette fraction postcoloniale qui était la plus stigmatisée. Si vous voulez aujourd'hui créer une hégémonie autour des discours antiracistes, il ne faut pas se contenter d'une petite minorité. Il faut trouver des moyens d'élargir la lutte. Alors effectivement, dans ce livre, Le venin dans la plume, je compare les écrits d'Éric Zemmour aujourd'hui à ceux d'Édouard Drummond à la fin du XIXe siècle. Alors Édouard Drummond, il faut savoir que c'est celui qui a fondé l'antisémitisme politique en France, créé le premier parti antisémite. Mon livre, c'est un livre qui analyse la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. Or, quand vous travaillez sur les classes populaires, vous êtes bien obligé de travailler sur la réception des discours fabriqués par les dominants. Donc j'ai analysé la rhétorique de Zemmour en la comparant avec la rhétorique de Drummond. Et ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait des différences, mais il y avait aussi beaucoup de points communs. Ces points communs s'expliquent principalement par le fait que nous vivons toujours dans une société nationale. Donc le nous français reste déterminant. Et le point commun entre Drummond et Zemmour, c'est de dire nous Français, nous sommes menacés par ces étrangers qui veulent nous envahir. C'est la thématique du grand remplacement qui nous menace, etc. Et simplement, évidemment, la figure de l'étranger qu'on rejette change. Parce que, autre point commun de ces polémistes, il s'appuie sur l'actualité du moment. Si vous voulez faire croire aujourd'hui à tous ces discours qui visent les immigrés, il faut que vous appuyez sur l'actualité. Vous allez prendre un crime, vous allez prendre un acte terroriste, etc. Et vous avez brodé là-dessus pour généraliser. Le racisme commence toujours par une généralisation de choses qui peuvent être vraies. C'est ce que j'appelle, moi, la fait-diversion de la politique. Vous avez un fait divers, dramatique, qu'il faut critiquer, la police doit évidemment faire son rôle, mais qui est exceptionnel, qui n'engage pas toute une communauté, qui n'engage pas toute une population. Mais le propre des polémistes, le propre des militants d'extrême droite, c'est de généraliser à toute une population. Et c'est à partir de là que se crée la discrimination, le stigmate, le rejet, etc. La lutte doit se mener à différents niveaux. D'ailleurs, elle se mène déjà. Vous savez qu'il y a un collectif d'historiens. Moi-même, j'ai fondé le CVUH, le Comité de vigilance face aux usages de l'histoire, en 2005. Ça fait 20 ans. Par rapport à ces usages réactionnaires de l'histoire. Parce que l'histoire a toujours été une discipline polysémique. Je veux dire, oui, le mot histoire, il est polysémique. Donc il peut être utilisé par des gens qui n'ont rien de savant, mais qui utilisent l'histoire pour conforter ce nous français dont je parlais tout à l'heure. Et nous, pour réagir par rapport à ça, moi je crois qu'il y a la démarche scientifique visant à intervenir, à critiquer les manquements, les erreurs, les stéréotypes, mais il y a aussi une dimension que j'appelle, moi, de traduction, de transposition des connaissances sous des formes qui soient plus accessibles à des gens qui ne vont pas lire nos bouquins, si vous voulez. Vous voyez, j'étais un des cofondateurs du musée de l'immigration, dans cette perspective-là, de transmettre, vous voyez, des connaissances dans des langages qui puissent être accessibles au public. La muséographie, c'est essentiel, mais le théâtre aussi, le cinéma, la littérature, etc. Et ça, je l'ai fait moi-même dans mon parcours en créant donc des associations, et notamment cette association qui s'appelle DAJA, qui s'appelle des acteurs culturels jusqu'aux artistes et aux chercheurs en sciences sociales, qui intervient, voilà, pour traduire des recherches
et les mettre à disposition des gens qui ne lisent pas. Il faut des collaborations. Parce que moi, c'est ce que j'ai réalisé. Moi, ma formation d'historien ne me permettait pas de comprendre comment travailler pour toucher les émotions des gens. Donc ça, c'est très important d'élargir les formes de collaboration, notamment au sein des musées. Ça a beaucoup progressé d'ailleurs dans ce domaine-là, et c'est très important que les musées gardent ce rôle-là. Alors, une chose très importante pour moi, c'est que je ne me permets pas de juger les militants au nom de ma compétence d'historien. Hein. J'insiste beaucoup sur la distinction des rôles. Moi, je distingue en moi deux profils. Le profil du chercheur qui tient à garder ses distances par rapport à l'actualité, par rapport aux engagements. C'est pas toujours facile, hein, mais je suis aussi militant par ailleurs. Et donc, évidemment, le militantisme, c'est aussi une action où on va juger, on va porter des diagnostics, etc. Donc, à partir de mon travail d'historien, effectivement, je peux porter une sorte de constat sur les limites actuelles de l'antiracisme. Alors, évidemment, nos actions, elles sont complètement minoritaires par rapport à M. Bolloré, par rapport aux grands médias, etc. Mais ça ne doit pas empêcher de s'interroger aussi. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a été vraiment... moi, c'est ce qui m'a amené à m'engager auprès des artistes. C'est ce que je disais, ça ne suffit pas de faire des conférences. Et puis, l'autre dimension, on en a déjà parlé, c'est donc effectivement de multiplier des actions au plus proche des gens. C'est ce que le Parti communiste, à sa grande époque, avait réussi à faire, si vous voulez. Vous aviez des cellules de quartier, vous aviez, une présence forte dans les quartiers populaires qui effectivement créait de la complicité, de la familiarité. Donc le discours passe beaucoup plus facilement quand vous créez de la familiarité avec les gens. Aujourd'hui, il y a une tendance aussi à utiliser le mot racisme dans tous les sens. Moi, je plaide pour un sens plus réduit. Donc, réutiliser le langage du préjugé, bien comprendre le sens des mots, ne pas confondre, par exemple, juifs et israéliens, vous voyez, parce que là, vous mettez le doigt dans l'engrenage de l'antisémitisme. Hein, et même si ce n'est pas conscient chez vous, ça peut être exploité par vos adversaires. Vous comprenez? Il y a tout ce problème du langage qui est très important. Et ce sur quoi j'insiste beaucoup, moi, sur le fait qu'il ne faut pas réduire l'identité d'une personne à un seul critère. Les individus sont toujours le produit d'une multitude de critères. Donc le problème du racisme et aussi parfois de l'antiracisme, c'est de réduire l'identité de la personne à un seul critère, qui est sa couleur de peau. Bon. Et donc, intégrer toutes les dimensions qui font la richesse d'une personne, c'est très important. Et évidemment, la question de la classe sociale. Vous savez, si vous regardez historiquement, jusque dans les années, je dirais, 80, le racisme était complètement occulté par les médias dominants. C'était invisible. Il n'y avait que les progressistes, la gauche qui parlaient de ça. Aujourd'hui, les médias dominants ont exploité cette dimension-là dans la logique de la fait-diversion. Vous voyez? Et donc, il faut faire attention à ne pas se laisser piéger par ça. Pourquoi ils le font? Parce que ça permet d'orienter le débat politique vers de l'identitaire, au détriment des réalités économiques et sociales dont souffrent les gens, et surtout d'ailleurs ceux qui sont issus de l'immigration, parce qu'ils appartiennent aux milieux sociaux les plus dominés. Donc je conseillerais aux jeunes de bien toujours prendre en compte une situation plus complexe que simplement celle qui désigne les individus par leur origine ou leur couleur de peau.